Je sais bien que tu peux pas à la fois expliquer que tu vas payer plus les gens, que tu vas refaire les services publics et que tu vas pas faire d'économies et que tu vas baisser les impôts. C'est des conneries, ça n'existe pas, monsieur, ça n'existe pas. Pas plus au niveau de ma ville que chez vous, dans votre maison. Et moi, j'ai appris de ça. J'ai appris par la force des choses. J'ai mesuré à quel point j'avais dit des bêtises au début de mon mandat. Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Contact. Avec moi, très heureux d'avoir le maire médiatisé et très médiatisé, devrais-je dire, de Béziers, Robert Ménard. On précise souvent, sinon systématiquement, quand on vous présente que vous appartenez à ce qu'on appelle l'extrême droite. Alors, si c'est le cas, vous êtes le plus fréquentable de cette frange du spectre politique qu'il faut apparemment manipuler avec des pincettes, puisqu'on vous retrouve sur tous les grands plateaux. Vous sortez d'ailleurs d'un de ces plateaux. J'ai lu quelque part dans des commentaires consécutifs à un de vos passages que vous aviez retourné votre veste si souvent que vous pourriez ouvrir un pressing. Personnellement, je suis plutôt sympathique à l'idée d'un politique qui se donne le droit de changer d'idée et aussi qui se donne le droit de se tromper. Robert Ménard, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. On s'était rencontrés d'ailleurs la première fois dans l'antichambre des studios de BFM. Pour ceux, peu nombreux évidemment, qui ne vous connaissent pas, j'ai eu l'impression qu'il y avait un moment clé où on semble vous découvrir, parce que vous avez été longtemps journaliste, vous avez fondé Reporters sans frontières et vous étiez très fréquentable à cette époque-là. Quand vous devenez maire de droite, pour faire simple, de Béziers, certains à gauche comme à droite disent « les loups sont entrés dans Béziers ». Alors évidemment, on paraphrase Reggiani à ce moment-là. Et c'est ce que vous semblez incarner à la surprise de plusieurs. Est-ce que je me trompe ou c'est un moment charnière pour saisir votre parcours? Quand j'étais à Reporters sans frontières, d'abord, on ne me posait des questions que sur la liberté de la presse. Et j'ai pas changé d'avis sur la liberté de la presse, qui me vaut d'ailleurs de me fâcher maintenant avec ceux qui m'ont succédé à Reporters sans frontières et qui d'un coup se mettent à être les arbitres des élégances, qui est insupportable. Il y a surtout, moi, c'est une période très très difficile, tout ça, parce que, comment vous dire, j'étais le patron de Reporters sans frontières. Je l'avais créé dans la tête de mes confrères, journalistes. Il allait de soi que j'étais donc de gauche. Parce que si je me battais pour la liberté, si j'avais quelques goûts pour les droits de l'homme, si je regardais avec attention des pays pauvres où il y avait encore plus de pauvres qu'il y en a ici, c'est que forcément, ontologiquement, je ne pouvais être que de gauche. Or, pour ceux qui me connaissaient, il y a longtemps que j'avais quitté la gauche. J'avais longtemps que je l'avais quitté. Pas par choix, je sais pas comment, idéologique, par réflexion. Je suis pas un intellectuel du tout. Simplement parce que j'ouvre les yeux, que je suis journaliste dans l'âme, je le suis encore. Je me surprends à toujours regarder l'actualité comme ça, et que tu ouvrais les yeux, je voyais bien que le monde tel qu'il était, comme j'avais longtemps fréquenté le monde, mais moins mon pays, si j'ose dire, quand je regardais mon pays, je me disais, merde, il n'est pas exactement ce que tu penses qu'il est. Voilà, je découvrais que ma ville, à Béziers en l'occurrence, c'était pas tout à fait ce que j'avais envie que ce soit. Alors là, vous avez deux solutions. Une, nier l'évidence. Mais je ne pouvais pas nier l'évidence, parce qu'en plus, alors ça va être un truc personnel, mais pardon, vous me posez une question qui renvoie à des choix plus personnels. Il se fait que je suis amoureux, je vis avec une femme, oui, qui m'a beaucoup influencé, qui elle était de droite sans l'ombre d'un état d'âme. Et donc qui à ce moment-là me dit, mais arrête de dire ce que tu ne penses pas et arrête d'avoir honte de ce que tu penses. Vous avez donc été pris pour vous-même en flagrant délit de ne pas dire ce que vous pensiez, voilà. Ou d'avoir honte. Elle me disait, mais tu penses pas ça, mais pourquoi tu dis ça? Et puis, qu'est-ce que tu as aucun mal? Il y a aucun mal à penser différemment que tes copains de gauche. Moi, je venais de la gauche et même de l'extrême gauche. Trotskiste. Ce qui est important aussi, et pas communiste, parce que les trotskistes, quand même, c'est les minoritaires de ce courant-là, c'est ceux qui ont peu de complaisance avec le communisme. Ils en prendront d'ailleurs plein la gueule, même si le jour où ils auraient été au pouvoir,
L'intérêt des trotskistes, ils n'ont jamais été au pouvoir. Ou une fois au Sri Lanka, me semble-t-il. Mais non seulement ils en prennent plein la gueule, ils en prennent plein la tête pour le principal intéressé avec le coup du piolet. Ah oui, absolument, ils se font tuer. Mais ils sont potentiellement aussi staliniens que les autres, sauf que c'est pas eux qui ont gagné la bataille. Donc je reviens à Emmanuel, puisque je parle d'Emmanuel, c'est ma femme, qui est aujourd'hui députée en plus. Voilà. Et donc ça a été un moment un peu à la fois de vérité et de solitude. Et la candidature à Béziers, elle n'est pas tout à fait dans ce cadre-là. Elle est que, donc je reviens au journalisme, je m'exprime et mes copains découvrent horreur et putréfaction que sur tout un tas de questions, je ne pense pas comme eux. Et qu'on peut défendre les droits de l'homme sans être de gauche. Voilà, c'est aussi ça. Mais il y a des rapports incestueux entre les organisations de défense des droits de l'homme et la gauche en France. Incestueux, c'est le même monde, tu baignes à longueur de temps dans les mêmes idées et tout. Et ensuite arrive la mairie. La mairie, c'est juste que je suis chez moi là-bas. Enfin, c'est plus compliqué que ça, parce que je suis pied noir en plus. Mais enfin, on est arrivé en 62, je fais court, à ce moment-là, dans le sud de la France et à Béziers d'Algérie. Et donc, là, je découvre que cette ville, elle périclite et tout, et je me dis, sous l'influence de ma femme, décidément, et qu'elle me dit, au lieu de rouméguer, vous savez, rouméguer, c'est un mot de chez moi, du sud, en gros, protester, vous savez, tu sais, quand tu grilles, râler, voilà, en français, c'est râler. Elle me dit, t'arrêtes de rouméguer comme tu fais tout le temps, tu dis, c'était mieux avant, t'as qu'à t'y mettre. Et voilà, et je me suis mis à ça. Donc, la mairie. En plus, moi, je n'avais aucun a priori, comment vous dire, j'ai jamais voté pour Jean-Marie Le Pen, ça m'aurait même pas traversé l'esprit. Mais Marine Le Pen, c'est pas pareil, quoi, qu'on en dise, quoi, qu'on veuille la caricaturer. Voilà, donc la ville, la politique, le soutien du Rassemblement national, tout ça, ça a été 90% de mon carnet d'adresses, qui était celui de tous les artistes, tout le monde. Quand tu es patron d'un Reporters sans frontières, tout le monde t'aime. Là, d'un coup, 90% m'aimaient moins. Moins ou pas du tout? Pas du tout. Sauf pour quelques-uns. Et au fond, il y a des émissions, c'est drôle, parce qu'il y a des émissions de télé où je vais, parce que c'est des gens qui n'ont jamais eu cette attitude-là, c'est-à-dire qui m'aimaient avant, qui ont, pour certains, vu que j'étais très à droite, mais où on s'est pas fâché pour autant. Moi, je vais pas me fâcher avec un certain nombre de gens parce qu'ils n'ont pas mes idées. Enfin, c'est invraisemblable. Mais ce pays est un pays de guerre civile. Ce pays, regardez sur la Covid. Moi, j'ai des souvenirs de copains qui mettaient « on ne parle pas de la Covid quand on rentre à la maison », tellement tu en arrivais à te sauter à la gorge. C'était polarisant. Hein. Ah, mais tout est comme ça, c'est des guerres de religion, des guerres civiles tout le temps. Regardez, sur l'uniforme, le premier endroit où on essaie l'uniforme en métropole, c'est chez moi. Mais encore ce matin, je répondais à une question à l'école de gens qui me disaient, regardez ce que réagit et tout. Mais je disais, mais attends, on veut peut-être se calmer, on fait une expérimentation, on verra si ça marche. Mais ce pays est pas comme ça. Il faut s'aimer ou se détester, on s'embrasse sur la bouche ou on s'étrangle, voilà. Et je suis pas trop comme ça. D'ailleurs, au fond, pas trop comme ça. On préfère les ennemis aux adversaires en politique. Ouais, et je trouve que la langue dit quelque chose. Parce que quand on a un ennemi politique, il n'y a pas de chance qu'on veuille jamais faire de compromis. Mais oui, mais ce pays n'est pas un pays de compromis. Enfin, vous rigolez. Hier, je discutais, je faisais une émission de télé, là j'en sors, mais hier, je faisais une autre émission de télé. Le garçon, peu importe, qui était de la France Insoumise, est un admirateur de Robespierre. Et il me reprochait des positions extrémistes. Enfin, ça m'a pas traversé l'esprit d'adorer Robespierre. Enfin, je veux dire, tu peux trouver qu'on peut hériter de toute une histoire et donc de Robespierre sans en même temps en faire un héros. Un héros, quand même. Tu te retiens de temps en temps. Mais non, en France, personne ne se retient sur rien. Je dirais sans jeu de mots méchant qu'il faut être un peu décollé pour avoir Robespierre pour héros. Mais bon, effectivement, ça fait partie du paquet de l'histoire. Vous parliez à l'instant de vos fonctions à Reporters sans frontières et de ce qu'aujourd'hui, apparemment, quand on est tenté par la censure, ce n'est plus à gauche qu'on s'insurge, mais à droite. Il se trouve que si je vous ai appelé, parce que c'est un truc dont je parle beaucoup à notre émission, de ces enjeux de liberté d'expression, si je vous ai appelé il y a 2 semaines en disant « Accepteriez-vous de venir nous voir? » c'est parce qu'il y a quelque chose qui, pour moi, ressemble à une inversion de valeur où Reporters sans frontières aujourd'hui, apprend-on, veut faire imposer à une antenne qu'on peut ne pas aimer, CNews,
une pluralité qu'elle n'entend pas ou que les journalistes de Reporters sans frontières n'entendent pas. Alors, l'agence responsable, l'ARCOM, avait dit « Il n'y a rien à voir, s'il vous plaît, circulez ». Et là, le Conseil d'État exige qu'on mette les points sur les i, les bas sur les t, et qu'on fasse en sorte qu'à CNews, il y ait cette pluralité. Alors, j'en suis pour l'idée de la pluralité, mais on fait l'impasse sur beaucoup d'autres radios ou télévisions qui ont les mêmes privilèges, c'est-à-dire le pouvoir parler aux Français, sans se soucier, apparemment, de la pluralité. Or, c'est des journalistes qui instruisent l'affaire. Ah, mais moi, je l'ai vécu comme une trahison. J'ai créé avec d'autres journalistes Reporters sans frontières en 1985. Je l'ai quitté il y a 15 ou 16 ans maintenant. Volontairement, j'avais envie de revenir au journalisme et de faire d'autres choses. Et pendant ces 15 ou 16 années, je n'ai jamais répondu sur Reporters sans frontières. Je sentais des dérives et tout ça, des dérive, c'est-à-dire ce que je vous disais tout à l'heure, une espèce de réaffiliation à la gauche, bien pensante, et tout ça. Or, moi, j'avais une conception quand j'ai créé Reporters, parce que nous avons créé est un peu abusif. Enfin, il y en a 3 qui sont mes potes, mais qui n'ont jamais rien foutu, pour dire les choses. Donc, je vais essayer d'éviter les précautions de copinage. Moi, j'ai toujours une conception nord-américaine. Enfin, il faudrait, sur le Canada, c'est une autre paire de manches, on pourrait en parler et tout, parce qu'on a une section de Reporters sans frontières là. En gros, voltairienne, pour prendre un exemple d'ici, pour pas aller chercher les anglo-saxons dans cette histoire-là. En gros... Mais en fait, ce que vous dites, si je me permets de vous arrêter à la volée, c'est que vous êtes plutôt sensible et favorable à la conception du premier amendement américain de ce qu'est la liberté d'expression. Ou de ce que doit être la liberté d'expression. Je suis d'accord avec ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est-à-dire que je dis, moi, pendant 20 ans, je suis allé sortir des mecs de prison, dont je vous garantis que je ne pensais pas le quart du début de la première virgule de leur première phrase. Je me disais... Sur le principe. Voilà, mais le principe, c'est ce que ce type ou cette fille, il n'avait pas à être en prison, c'est tout. Après, c'était leur affaire. Après, chacun entend, choisit, décide et tout. Et Reporters sans frontières, on était là-dessus. Un truc simple, c'est, et Voltaire, alors c'est une phrase bateau que tu sers quand tu passes ton bac, mais enfin, en gros, je te demande pas je pense pas la même chose que toi, mais je vais me battre pour que tu puisses le penser librement. C'était aussi bête que ça. Reporters sans frontières, c'était aussi bête que ça. Et là, tu tombes sur des gens, vous l'avez bien expliqué, qui rêvent, pas qui rêvent, qui veulent, qui saisissent le Conseil d'État, ce qui n'est pas tout à fait rien, pour que aujourd'hui, sur CNews, chacun soit obligé de sortir, je ne sais pas comment, pas sa carte, parce que peut-être que tu n'es pas dans un parti. Enfin, en tout cas, qu'on te mette dans une case en disant « vous êtes de gauche, vous êtes de droite », et que tout ça doive s'équilibrer. Enfin, c'est un truc de dingue. D'abord parce que si CNews est à droite, mais enfin, nom de Dieu, on a le droit d'avoir un média de droite dans ce pays. Enfin, mais ça leur paraît insupportable. C'est ça. C'est que pas Reporters sans frontières. À hauteur de quoi? 3% d'audience? Ils sont à moins de 3% d'audience. Mais c'est insupportable. Et le problème, le pire, alors que, attendez, ça choque personne que sur France Inter, France Info, c'est un peu moins vrai. France Inter, dans le panel de mecs de gauche, vous avez qu'à écouter, enfin n'importe qui écoute et découvre que c'est des médias de gauche. Mais là, ça les trouble pas. En plus, j'ajoute que c'est avec notre argent. Parce que sur CNews, pardon, mais c'est pas mon argent. Sur France Inter et le service public, c'est notre Radio-Canada à vous, quand même. C'est à peu près la même chose. Ouais. Tout ça me paraît une espèce de telle inversion des choses que pour la première fois, je me suis exprimé sur Reporters sans frontières. Vous savez, c'était mon bébé, alors je voulais pas être... vous voyez, tu le protèges, tu n'as pas envie de dire du mal de quelque chose que tu as créé et qui a été tellement important dans ma vie, c'est 25 ans de ma vie et tout. Mais là, je me dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils ont? Et le pire dans cette histoire, c'est que, contrairement à ce qu'un certain nombre de gens pensent, Reporters sans frontières, ils sont pas isolés chez les journalistes. T'as 80% des journalistes qui doivent à peu près penser la même chose que Reporters sans frontières. Quand elle dit ça. Vous savez, comme j'étais le patron de Reporters sans frontières, pardon, les réponses, si elles sont trop longues, vous me coupez si vous en avez marre. Non, il n'y a pas question. Mais voilà.
quand j'étais le patron de Reporters sans frontières, je faisais passer beaucoup les oraux des écoles de journalisme. Vous savez, on venait me chercher pour passer l'oral. Les types, ils avaient fait l'écrit, ils avaient gagné, donc, enfin, ils étaient sélectionnés pour l'oral. Et j'étais déjà sidéré du moule, c'est-à-dire, mais pas sur un truc politique, parce que c'est un politique, tu comprends que le type, il n'a pas envie de te dire l'oral, il a tellement peur que tu lui mettes une mauvaise note, quand même, qu'il fait attention. Mais moi, je le voyais je l'ai vu 50 fois, que je dis 20 fois, 50 fois, sur un film, par exemple. Tu te disais, voilà, on va voir ce qui... Et 98% pensaient exactement la même chose sur un film. Or, tu choisissais un film où tu pouvais avoir des points de vue. Tout le temps le même. Mais c'était tout le temps un mélange, vous voyez. Alors, je sais pas si ça, à vous, oui, ça vous dit, parce que vous vivez beaucoup ici. Un mélange, Le Monde, Les Inrecuptibles, Télérama, tu vois. Le summum de la bien-pensance. Mais c'est exactement ce que disait Noam Chomsky quand il parlait de la manufacture du consentement ou du consentement manufacturé qui se prépare très longtemps en amont. C'est-à-dire que c'est par le biais des écoles, par le biais de la formation, et que ceux qui penseront la même chose que leurs voisins seront tous, autant qu'ils sont, convaincus d'avoir une pensée autonome. Mais c'est ça qui est sidérant. C'est ça. Moi, quand j'ai quitté Reporters sans frontières, je me suis retrouvé dans des médias. J'étais plus un gamin. Et il y avait longtemps que j'avais plus fréquenté de l'intérieur des rédactions. Je répondais à tellement d'interviews comme patron de Reporters sans frontières, mais pas dans les rédactions. Et j'arrivais, je me rappelle, c'était à iTélé, mais c'est marrant parce que c'était avant CNews, les mêmes, puisque ça c'était plus du tout les mêmes. Et j'étais sidéré. Tout le monde pensait la même chose. C'est-à-dire, j'avais l'impression que j'ouvrais la bouche. Et en plus, moi, je venais faire une interview politique et des éditos. Donc, j'étais pas vraiment dans la rédaction. Mais, enfin, j'étais pas toute la journée. J'étais pas salarié du journal. Mais j'étais payé par la télé pour faire ça. Et à 95%, ils pensaient tous pareil. Et c'est marrant parce que Pascal Praud, qui aujourd'hui est la vedette de CNews, c'est le seul avec qui on avait des discussions. Parce qu'on se sentait comme en terre étrangère, marginalisé. Lui, il s'occupait que de foot. Dieu merci pour eux à l'époque. Et pour lui, pour sa tranquillité. Parce qu'on discutait. Et je reviens à dire, c'est un consentement de tous les jours. Les écoles de journalisme, c'est des écoles à construire des gens qui pensent la même chose. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, et je déteste quand j'ai cette formule boiteuse, du comment expliquez-vous, parce qu'il n'y a peut-être pas d'explication simple à cette question, mais que la parole soit aujourd'hui si suspecte, particulièrement quand elle sort des clous. Je n'ai pas de souvenir, sinon, il y a très longtemps, de ce que s'exposer à une parole pouvait nous mettre en danger. Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que je pense que c'était le cas avant. Simplement, il n'y avait pas une autre parole que ça. Vous savez, on est dans un pays où, par exemple, pardon de revenir sur des dizaines d'années avant, où le marxisme, je ne sais pas si vous vous rappelez, régnait en maître. Moi, à la fac, j'ai fait philo, il se fait qu'à la fac, j'ai fait philo, pour de mauvaises raisons d'ailleurs, mais c'est une autre histoire. Lesquelles ? Non, parce que à l'époque, j'étais trotskiste, donc ma seule préoccupation, c'était de faire la révolution. Donc, honnêtement, les études, ça n'avait aucun sens. Si tu es persuadé que dans 3 ans, le monde va changer, honnêtement, ni le boulot, ni les études n'ont pas l'ombre. Et la philo, c'était l'endroit où tu glandais le plus facilement. Tu avais très peu d'heures de cours, et donc je faisais... Peut-être aussi, ça faisait un peu... C'était quand même plus amusant vis-à-vis des filles de dire que tu faisais de la philo que de la sociologie. Donc, vous voyez, des raisons débiles. Mais à l'époque... Et encore, c'était... Mais devant l'urgence de la révolution permanente. Permanente, vous voyez, tout ça n'avait pas beaucoup d'importance d'études. Mais c'est Marx qu'on étudiait. Tout le monde était marxiste. Tu étais marxiste ou structuraliste. Les structuralistes, c'était la nouvelle façon d'être marxiste, d'une certaine façon. Et à ce moment-là, tout le monde pensait la même chose. C'est pas vrai que c'était mieux avant. Ce n'est pas vrai. Il y avait même pas aujourd'hui, il y a du conflit parce que, par exemple, dans les médias, il y a CNews. CNews, c'est une explosion dans le monde des médias. Enfin, il y avait des médias de droite. Le Figaro est plus à droite que le reste. Enfin, c'est une droite convenable. Vous êtes d'accord au moins avec moi. Là où je suis en désaccord avec vous, c'est la sanction apparemment pour tout ce qui dévie justement du couloir consensuel.
Et aujourd'hui, ça me semble plus implacable. Et on est arrivé à l'idée que la parole, effectivement, peut être dangereuse. Non, je ne suis pas d'accord, parce que je vois... tout à l'heure, vous disiez au détour d'une phrase que je suis beaucoup dans les médias. Honnêtement, avec les idées que j'ai, alors qu'ils sont un peu à mi-chemin d'un certain nombre de choses, je suis accueilli de façon formidable dans les médias, quand même. Ah ben, c'est ce que je pense aussi. Ouais, mais vous êtes peut-être l'exception. En fait, mais peut-être je suis le seul dans cette... Peut-être que vous êtes le cache-sexe de ceux qui ont mauvaise conscience. Ouais, parce que je suis quand même... J'étais le patron de Reporters sans frontières, c'est difficile de penser que je suis raciste, antisémite ou je sais pas quoi. Donc c'est intenable. Les mecs en face de moi, mes ex-confrères ou tu vois, ils peuvent pas sérieusement penser ou même formuler ça par quatre gamines ou gamins qui savent pas rien sur rien. Non, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand même, il y a des choses qui se débloquent. Écoutez, attendez, il y a 3 ans, 4 ans, allez, tu parlais d'immigration, tu prononçais le mot immigration avant même de dire quoi que ce soit. Le mot immigration te classait définitivement à l'extrême droite. À l'extrême droite. Je vais vous raconter une anecdote pour dire à quel point. Je suis invité, vous me coupez si vous en avez marre, hein. Vous avez été invité pour parler, pas pour qu'on vous coupe. Non, mais enfin, je peux parler longuement, faites attention. Je suis invité comme presque, je sais pas, on était 200 ou 300 maires par M. Macron au lendemain des émeutes. Vous savez, il a réuni, en juin de l'année dernière, donc il réunit 300 maires, dont moi. Et puis, donc, c'est un type qui est brillant. Enfin, moi, je suis en désaccord sur plein de choses. Enfin, mais vous arrive ponctuellement de l'encenser quand il fait des trucs. Quand il a raison, j'ai au moins appris ça déjà. Mais je ne vous reproche pas d'être capable d'indignation et d'affection à géométrie variable. Absolument, je lui trouve des qualités, puis de temps en temps, il m'exaspère, mais je peux dire dans les médias d'une semaine à l'autre que sur ça, je le trouve formidable, et sur le truc, il me sort par les yeux. Par exemple, la panthéonisation de ces deux communistes qui ont résisté. Ben, vous avez dit, c'est parfait. Il n'y a pas de mais à ajouter au discours. Il a fait un discours qui m'a pris aux tripes. Quand j'ai entendu le chant des partisans par les chœurs de l'armée, je ne sais pas comment tu peux rester insensible à ça. Les yeux secs. Voilà, quand tu entends Léo Ferré mettant en musique le poème d'Aragon, à part d'être je sais pas quoi, martien peut-être, tu peux pas ne pas te dire que c'est formidable. Et puis tu peux pas ne pas être ébahi du courage de ces gens qui ont 25 ans. Aucun des deux, on n'a jamais eu ce risque à prendre dans la vie en le prenant et en risquant sa peau. Je sais plus où j'en suis du coup. Parce que cette digression. Mais c'était, en fait, on est un peu dans le droit d'inventaire et de la capacité que vous avez à vous indigner et ou à choisir d'apprécier quand les coups méritent d'être appréciés. Et vous étiez avec le président de la République. Voilà. 300 maires réunis. Il y avait 300 maires, donc il donne la parole. C'est pas vrai, il prend la parole 45 secondes pour dire pourquoi on est là. Et puis pendant 2h30, il supporte, parce qu'il fallait le supporter, les propos de tous les maires. Et il écoute. Et il écoute. Honnêtement, il écoute. Après, vous pouvez penser ce que vous voulez de ce qu'il en tire comme conclusion. Mais il écoute pendant plus de 2 heures. Pendant plus de 2 heures. Ce qui n'est pas rien. Alors qu'une partie des maires, eux-mêmes, n'écoutent plus parce qu'ils vont prendre au buffet derrière, manger pendant le débat. Je ne sais pas si vous voyez. Enfin, et après, c'est les mêmes mecs qui te disent les gens sont mal élevés. Enfin, tu es quand même un presse sidéré. Mais je vous raconte ça pourquoi ? Parce que, au bout, c'était les émeutes. On passe 1 heure avant que je prenne la parole, comme je le connais un tout petit peu, il sait qui je suis, donc je lève la main, il me donne la parole. Et je dis un truc, je dis, attendez, je vous entends pendant 1 heure parler des émeutes, il y en a eu chez moi et tout ça, et il y a un mot qui n'a jamais été prononcé. Au bout d'1 heure, il y avait un mot. Le mot immigration. Comment tu pouvais parler quoi que tu penses de l'immigration, vous avez compris, ça préjuge pas de ton jugement, des solutions ou pas de solutions. Mais comment tu pouvais parler des émeutes dans nos quartiers difficiles, comme on dit pudiquement, sans que le mot immigration ait été prononcé. Après, tu peux dire ce que tu veux, mais enfin, attendez, ça sautait aux yeux. Enfin, moi, ça m'a sauté aux yeux. Il y a des liens. Mais bien sûr qu'il y a des liens, à part de quoi cette table, il est blanc, ce tissu. Non, je veux dire, tu peux quand même pas nier l'évidence. Et je dis ça, je vois Macron
parce qu'il est adepte du clin d'œil, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui me fait un clin d'œil parce qu'il n'est pas d'accord avec moi, mais au moins il remarque ça. Attends, et je dis le mot immigration, et un tiers des élus, là, il a prononcé le mot immigration, ça ne nous étonne pas, ce facho qui l'ait prononcé. Ce fâcheux ou ce facho? Les deux, fâché, facho. Vous avez compris ce que je veux dire. Et ça, je supporte plus. Et les journalistes, ils sont pareils. Il y a un petit monde, là, de journalistes, d'hommes politiques, qui, en plus, les hommes politiques, le summum de l'hypocrisie, c'est qu'il y en a un paquet que je connais, vous imaginez, qui, en tête à tête, pensent exactement la même chose que moi. Répétez. Mais en privé. Mais alors donc, des politiques qui disent en public le contraire, exactement le comme contraire. Robert Ménard avant qu'il ne rencontre sa femme. Voilà, mais exactement. Parce que tu as peur de te griller, parce que tu as peur de la presse, parce que tu as peur du qu'en dira-t-on, par connerie, parce que les Français, ils pensent la même chose. S'il y a un sujet consensuel en France, c'est l'immigration. Tu as 70-80% qui posent tout le temps la même chose. Mais non, tu as une... Mais c'est pas que sur ça, sur tout un tas de sujets, et la presse et Reporters sans frontières, finalement, elle incarne ça, malheureusement, pour revenir à ça au début. C'est-à-dire que les propos qui me scandalisent dans la bouche de Reporters sans frontières, cette capacité à vouloir imposer, je sais pas quoi, ouais, en gros en disant qu'il y a des médias qui sont mieux que d'autres, et certains, si on pouvait se les supprimer, ce serait une bonne chose, je pense que c'est largement consensuel dans la profession en France, je ne sais pas ailleurs, je parle de la France, on est en France, et largement consensuel dans ce que disent là les hommes politiques, parce que comme ils sont confrontés au contraire, mais ils continuent à s'évertuer, à dire des choses qui sont le contraire de ce qu'ils voient tous les jours. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque de violence réelle et pas symbolique seulement quand on fait taire ce que pensent beaucoup de gens? Et je m'intéresse, moi, particulièrement aux États-Unis. C'est là qu'on s'est rencontrés à BFM et j'agis là-bas comme conseiller, consultant sur les affaires américaines. Il y a une partie des électeurs américains qui sont systématiquement déconsidérés, sinon disqualifiés, par ceux qui parlent d'eux. C'est comme ça qu'on a sous-estimé la possibilité que M. Trump soit élu la première fois, parce que personne ne croyait que c'était possible. Or, on se prépare à revivre ce même film. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'à force de ne pas entendre ce qu'ils pensent, ces gens, une partie de la population, puissent devenir violentes? Attendez, on en sort là. Les agriculteurs, ils sont moins de 350 000. Certes, ils nourrissent tout le monde, c'est important, mais l'écho qu'ils ont en France... Ils sont appuyés. Mais c'est pour cette raison. Parce qu'au-delà des réponses techniques, moi je peux pas vous parler de l'agriculture, mais je peux vous parler de la viticulture, mais on va pas parler, ça, je connais parce qu'il y a que des vignes autour de chez moi, donc évidemment je connais un petit peu. C'est pas le pire des malheurs non plus. Non. Pour quelqu'un qui ne boit pas de vin et qui est maire d'une ville qui vide, je n'ai jamais bu de vin de ma vie. Donc, mais même comme ça. Je suis même végétarien, figurez-vous, pour quelqu'un qui défend la corrida. Donc, vous voyez comment c'est des fois plus compliqué la vie qui n'y paraît. Parce que derrière la révolte des agriculteurs, et oui, je faisais une digression sur les viticulteurs chez moi, mais c'est le mépris dont ils sont l'objet. Regardez, vous comprenez pas, parce que le gouvernement, M. Attal, il a annoncé des choses. Les syndicats agricoles en France, ils auraient pu se mettre d'accord, grosso modo, avec lui. Enfin, après, c'est des problèmes techniques, tout va pas se règle pas en 5 minutes, mais tout le monde le sait. Mais si ça continue à pas être réglé, si les syndicats agricoles qui sont plus réformiste que la FNSEA, le plus grand syndicat agricole, vous ne trouvez pas. C'est un lieu à fournir des notables. C'est comme ça, dont des ministres et tout. Si la FNSEA ne se range pas derrière une espèce de truc plus raisonnable, c'est parce que derrière cette révolte, et tout le monde le sent ce coup-ci, il y a une exaspération sur le mépris qui suinte des élites françaises. Qui suinte. Vous ne pouvez pas imaginer. Moi, j'ai appris de 10 ans de mer ça. Plus que la droite et la gauche, plus que cette grille de lecture-là, même si je me sens vraiment de droite aujourd'hui et tout, c'est le sentiment qu'il y a des gens qui décident pour nous, qui nous regardent. Moi, je suis maire d'une ville, je suis élu avec près de 70% des voix.
Pourquoi ? Parce que je dis ça. Je dis que j'en ai marre que ma ville voisine, qui est Montpellier, qui est une capitale régionale, ou de l'autre côté Toulouse, nous prennent pour des ploucs. Vous êtes dans un pays où... Vous êtes disqualifié parce que vous êtes rural. Absolument. Vous savez qu'il y a 40% des Français qui vivent dans des communes de moins de 25 000 habitants. Donc, c'est pas une réserve d'Indiens. Je n'ai rien contre les Indiens. Faites attention à ce que je dis. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas c'est pas une rien du tout, une fin de quelque chose. Non, c'est une partie de ce pays. Et une partie de ce pays, oui, ça pourrait mal finir. Moi, je vois l'exaspération des gens face à l'immigration, pas à l'immigré. Ils détestent pas le type parce qu'il est arabe ou parce qu'il est noir, bien sûr que non. Mais ils sentent qu'il y a une espèce d'effritement, de disparition de ce qui est ce pays. Et ça, ça peut exploser. J'interromps l'écoute de l'émission pour quelques secondes. C'est une promesse pour vous rappeler une fois encore de vous abonner à notre chaîne. Si ce n'est pas encore fait, ça fait toute la différence au monde. De nous aimer aussi, de nous liker. Les algorithmes nous ont à l'œil et vous pouvez faire la différence. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Vous avez dit à l'instant, il vote pour moi à hauteur de 68-70% parce que je dis ça. C'est-à-dire qu'on est traité comme des ploucs. Est-ce que vous l'êtes, et ce n'est pas un piège que je vous tends, aussi élu pour ce que vous faites? Parce que si vous êtes élu pour votre discours, c'est chouette. Mais donc, qu'est-ce que vous faites différemment? Je suis élu parce que je dis ça, parce que j'ai rendu de la fierté à ma ville. De la fierté. Les gens, ils ont besoin, et c'est ça que ne comprennent pas, y compris la droite de la droite, à laquelle on m'assimile. Les gens, ils ont besoin de fierté, ils ont besoin de panache, ils ont besoin d'un discours qui te donne qui te dit restant en vous. Mais oui, mais bien sûr que les gens aiment ça. C'est pas pour rien que c'est la pièce la plus jouée française dans le monde, pas qu'ici. C'est parce qu'on se retrouve tous là-dedans. Ils ont besoin, les gens, de politique, d'hommes politiques et de femmes politiques, qui fassent pas que de la récrimination perpétuelle, qui leur disent à la fois, vous avez quelques raisons d'être fiers de ce que vous êtes. 2, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas à la fois dire qu'il faut remettre les comptes à peu près dans une position raisonnable et être pour la retraite à 60 ans, parce que ça fonctionne pas les deux ensemble, c'est tout. Elle peut dire ce qu'elle veut, Marine Le Pen, ça ne fonctionne pas. C'est une imbécilité et un mensonge que vous répétez d'ailleurs. Que je répète sans arrêt parce que je ne supporte pas qu'on mente aux gens. Je ne mens pas aux gens qui votent pour moi. Et troisièmement, je fais ce que je dis. Et la ville, alors après ça finit par être un plaidoyer pro domo, donc je vais m'abstenir de ça. Si vous allez à Béziers il y a 10 ans et vous allez à Béziers aujourd'hui, à part d'être une mauvaise foi confondante, mais plus personne n'ose le dire, la ville a changé radicalement. Et ça veut dire que tu peux changer les choses. C'est un super message, que la politique change les choses. Est-ce que vous avez radicalement changé en fréquentant une ville de manière aussi intime pendant 10 ans? Est-ce que vous êtes un homme aujourd'hui différent à cause de votre expérience d'édile? C'est le maire qui a changé. Je me suis cassé le nez. J'arrivais. En plus, moi, j'étais à la fin polémiste. Je faisais même plus des éditos, je faisais de la polémique. Enfin, des éditos avant d'être maire. Avant d'être maire, quand j'ai quitté Reporters sans frontières, dans les médias, j'étais ça. Parce que je sais faire aussi ça. Enfin, vous voyez vous êtes journaliste, vous voyez ce que vous pouvez faire vite, facilement, sur ce terrain-là, vous pouvez à la fois, voilà, enfin bref, peu importe. Et donc, j'arrivais avec les convictions, c'est la plus belle chose et la pire des choses. C'est la plus belle chose, parce que si t'as pas de conviction, enfin, à quoi ça sert de vivre d'une certaine façon? Quand on a la chance, vous et moi, de ne pas avoir des soucis matériels, on ne se demande pas comment moi je n'ai pas des questions de fin de mois. Ce n'est pas vrai, je mentirais si je ça. Mais en même temps, c'est les plus belles œillères, les plus formidables œillères, parce qu'elles sont faites que les convictions te font des œillères dont tu es fier. Oui, dont tu es fier. On les revendique d'ailleurs. Tu les revendiques. Et moi, je me suis cassé le nez là-dessus. Parce que aujourd'hui, je sais bien
qu'un certain nombre de... Là, je m'emportais sur Marine Le Pen. Je sais bien que tu peux pas à la fois expliquer que tu vas payer plus les gens, que tu vas refaire les services publics et que tu vas pas faire d'économies et que tu vas baisser les impôts. C'est des conneries. Ça n'existe pas, monsieur. Ça n'existe pas. Pas plus au niveau de ma ville que chez vous, dans votre maison. Si vous achetez une voiture très très chère, vous allez faire des économies sur le reste. À moins d'être très très riche. Ouais, très riche. Mais je suis pas sûr, vous savez, à ce point riche que ça se pose pas. 90%. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'ai appris de ça. J'ai appris par la force des choses. J'ai mesuré à quel point j'avais dit des bêtises au début de mon mandat. Comme sur l'immigration, j'ai eu des jugements à l'emporte-pièce qui sont stupides et qui sont intenables. Tu peux être contre une immigration non contrôlée, mais en même temps, il faut faire attention aux gens qui sont les immigrés en question. Les immigrés en question. Je me rappelle que vous avez parlé après l'attaque mortelle contre Samuel Paty, qui a indigné la France, mais aussi le monde. Vous avez, à l'époque, dit que l'heure était au combat. Vous aviez eu un discours extrêmement dur, qu'on peut comprendre dans l'émotion. Or, aujourd'hui, je crois aussi comprendre que vous reniez un peu cette parole. Pas cette parole-là, pas celle-là. Je renie le fait, on a placardé à Béziers des affiches, quand il y a eu cette vague d'immigration en 2015, vous savez, quand il y a eu, c'était 2015, oui, c'est Charlie Hebdo. Oui, et après, vous savez, quand on a eu des centaines de milliers d'immigrés qui sont arrivés d'Irak, de Syrie et tout, en France, en Europe, en Allemagne en particulier et tout, j'ai eu des propos qui étaient trop durs. Il faut pas être dur, j'ai appris ça. Il faut faire attention aux gens. Les gens, ils ont besoin... Moi, je suis un maire populaire chez moi parce que je fais attention aux gens. Je les écoute et je fais attention. Il y a des paroles qui sont blessantes pour les gens. Il ne faut pas avoir ces paroles-là. Il faut trouver la façon de dire les choses sans cacher les choses. Et sans blesser. Et c'est très compliqué. Moi, je ne veux pas... avec ce que je dis, je prends l'immigration, mais je pourrais prendre d'autres sujets. À l'immigration, moi je suis d'un quartier à Béziers qui s'appelle La Devèze, un quartier où je suis arrivé, je suis pied noir. C'est un quartier qui a été fait pour les pieds noirs après 1962. Vous savez, quand les Vous avez quel âge? Moi j'ai 9 ans à ce moment-là. Donc vous êtes un immigré, vous avez l'expérience de l'immigration. Voilà, et j'ai en tête comment on a été mal accueillis. Vous vous en souvenez? Ah ben, je me souviens. Se faire traiter d'arabe, ce qui, pour des gens qui venaient de se faire foutre dehors par les arabes en question, vous imaginez comment ça pouvait résonner dans nos têtes. Et moi, je suis de ce quartier, à La Devèze, j'ai mon adolescence, mon fils est né là et tout. Et je ne veux pas, je l'ai dit 10 fois, c'est mes ruptures exactement avec Éric Zemmour. J'ai dit, Éric, j'étais très copain avec Éric, plus que copain avec Éric. Je dis, Éric, ce que tu dis, la façon dont tu le dis, si tu étais avec moi dans ce quartier qui est mon quartier, tu peux pas le dire face aux gens, c'est insupportable. C'est insupportable parce que ça les blesse inutilement. Parce que moi, si j'étais burkinabé, je viendrais en France avec mes enfants contre toute légalité et je me battrais pour y rester. Et pour être traité dignement aussi. Dignement. Même si je condamne le fait qu'on laisse rentrer autant de gens sans se donner les moyens de renvoyer chez eux ceux qui n'ont pas à être chez nous. Et en même temps, individuellement, vous ne pouvez pas dire le contraire. Enfin, moi, je connais tellement l'Afrique parce que j'y ai fréquenté 20 ans. Vous iriez faire une leçon de morale à un type qui veut absolument venir en France pour gagner plus correctement sa vie et pour que ses enfants... Élever sa famille. Enfin, vous connaissez les écoles dans un certain nombre de pays. Nous, on gueule parce qu'il y a 25 personnes ou 30 gosses par classe. Enfin, vous êtes rentrés. Moi, je suis rentré dans des classes en Afrique où il y avait 200 gosses. Pas 50, pas 100, 200. Et que, évidemment, ça te condamne à tout un tas de choses si tu n'as pas d'argent. Donc, moi, je veux pas... Je veux à la fois, et j'essaye, je crois que je le fais, dire tout ce que je viens de vous dire sur l'immigration à la personne en question, pour pas lui mentir, mais en même temps, je ne veux pas je lui dirai pas des choses vous avez compris, qui la mettent dans une position intenable. Parce qu'ils aiment autant leurs enfants que vous aimez les vôtres et que j'aime les miens. Enfin, il faut se calmer. On est quoi? Des paragons de vertu et eux, des petits salauds. Mais c'est pas vrai, monsieur, ça. C'est pas vrai. Comment on peut dire J'aime tout le ça? rhétoricien, vous me dites ça comme si j'étais en train de vous opposer le contraire. C'est pas vrai, monsieur, mais je ne dis rien, je vous écoute. Non. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et moi, j'ai appris ça du maire, d'être
être maire. J'ai appris qu'il y avait des discours tout faits qui ne résistent à rien du tout. J'ai appris Mais le vivre ensemble et le bien vivre ensemble qui vous importe beaucoup comme maire, parce que c'est la clé. Ou ça marche, ou ça ne marche pas. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas, c'est ça le point. Et je m'en réjouis pas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a des gens dans la classe politique qui se réjouiraient de ça, parce que ça alimente le vote de leurs partisans. Moi, je suis catastrophé d'être incapable de résoudre cette question-là, comme la question de la pauvreté. Vous n'arrivez pas à la résoudre à Mais Béziers. bien sûr que non. Le vivre ensemble, c'est donc un rêve. Et ça restera un rêve tant... Je sais pas, peut-être qu'il faut s'y prendre différemment, peut-être que je ne sais pas comment m'y prendre, je sais pas. Je veux dire, aujourd'hui... Mais où est-ce que ça achoppe ? Et chacun a envie de vivre avec les siens. Mais pas que c'est pas les Français de souche et les autres. Essayez de mettre chez moi dans la même cage d'escalier des Turcs et des Maghrébins. Essayez, monsieur. Essayez de mettre des Maghrébins et des Gitans. Essayez, vous verrez. Donc, on se retrouve dans un monde de cohabitation pacifique entre communautés. De temps en temps, pas pacifique du tout, d'ailleurs. Et je suis sidéré de ça. Mais on ne fait pas société pour autant. Si c'est la cohabitation pacifique entre communautés, il n'y a plus société. Mais le nombre dans certaines écoles, ça m'a été reproché. On m'a fait des procès là-dessus, que j'ai toujours gagné d'ailleurs, en disant, parce que vous savez, les statistiques ethniques, enfin, je ne sais pas si vos auditeurs le savent, mais elles sont interdites en France, en tout cas. Ben, enfin, attendez, il y a des classes en plein centre-ville, parce que le quartier le plus pauvre chez moi est en cœur de ville. C'est pas une banlieue, c'est une autre spécificité des pays du sud de la France. Moi, dans des écoles, il y a 60, 70, 80% d'enfants issus de l'immigration. Moi, je vais devant ces écoles et j'ai en tête des mamans me disant « Monsieur le maire », elles me connaissent tous, donc voilà, des mamans voilées et tout ça, me disant « Monsieur le maire, il faudrait mettre un peu plus de français ici. » Je dis « Pardon ? De français ?» Je dis « Mais pardon, mais vous n'êtes pas française par hasard ?» Ah oui. Mais, attendez, donc... De qui me parlez-vous ? Ouais, elle me dit, mais vous comprenez bien de qui je vous parle. Et bien sûr qu'elles ont raison, qu'il faut qu'il y ait... Mais les petits blancs, je ne sais pas comment le dire, vous avez compris, c'est amusant, vous ne voyez aucun côté péjoratif. Vous croyez vraiment que les familles bourgeoises de ma ville vont mettre leurs enfants dans une école où il y a 80% d'enfants issus de l'immigration ? Une fois au conseil municipal, j'étais tellement exaspéré, on demande, je ne sais pas si j'essaye d'expliquer, parce que des fois, les dérogations scolaires, vous avez, normalement en France, si vous habitez, je ne sais pas, ici on est dans le 5e arrondissement, vous vivez ici, vous mettez vos enfants dans telle partie du 5e arrondissement, puisque c'est séparé. C'est une obligation. Tu peux obtenir des dérogations. Qui délivre les dérogations en France ? C'est le maire. Le maire. Une fois, j'étais tellement exaspéré par les leçons de morale d'un certain nombre de gens de gauche, de mon position, que je suis venu avec à la main les demandes de dérogation. Ceux qui voulaient donc aller envoyer... Ailleurs qu'évidemment dans l'école de leur quartier qui ne leur convient pas. Et évidemment, parmi ces gens-là, il y avait un certain nombre de gens qui étaient en train de me reprocher une espèce de discours que je tiens sur ce que je viens de vous dire. Et je l'ai menacé, évidemment. J'ai dit, je vais m'amuser à aller lire les demandes de dérogation. Je ne fais pas une leçon de morale aux gens, parce que moi, ma fille, ma dernière fille, elle était dans une école privée, donc je ne fais aucune leçon de morale. Mais au moins, je m'évite, vous avez fait un espèce de double discours qui consiste à faire exactement le contraire de ce que tu es en train d'affirmer. Donc, pour répondre à votre question, je ne sais pas. Et je pense qu'aujourd'hui, si demain j'étais chef de l'État... Parce que vous y pensez ? Non, parce que je sors d'une émission où je viens de dire pour la première fois aussi explicitement que c'est quelque chose auquel je pense. Ne me regardez pas comme ça, comme si j'avais... Non, parce que j'avais prévu... j'avais prévu vous poser la question à la toute fin, parce que j'étais convaincu, pour vous avoir beaucoup écouté afin de me préparer, que in petto, vous réfléchissiez très activement à cette affaire depuis bien plus longtemps que ce matin devant un micro, non, bien sûr, probablement mais là, j'étais choisi. Non, pas du tout. C'est parce que j'étais sur Sud Radio avec Jean-Jacques Bourdin, que je connais. On se connaît par ailleurs parce qu'il est un fou de foot et moi de rugby. Et donc, on parle de ce club professionnel. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec ça. Mais
je rêve, donc je reviens, d'un chef de l'État qui, au lieu de se mêler de tout, vous avez vu hier le roi Soleil qu'on a comme chef de l'État, qui a rencontré une artiste que je connaissais pas, mais je suis trop vieux pour ça, pour choisir la musique qu'on interpréterait pour l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Il n'a pas d'autre chose à faire. Mais ici, il faut que tout le monde, même ça, pourquoi pas la tenue de la chanteuse, tant qu'on y est, peut-être que c'est pas exclu. Mais vous êtes déjà en campagne pour les présidentielles. Mais non, parce qu'en même temps, je peux vous dire du bien de M. Macron et je l'ai applaudi. Je me suis foutu à dos toute la droite parce que j'en ai dit du bien sur j'en sais rien, sur ce qu'ils viennent dire sur le Panthéon. Sur le Panthéon, sur l'Ukraine, en disant je ne lui reproche pas de dire ça, sur la Covid où mes amis de la droite disent un mot, une connerie. Donc non, je suis pas dans cette logique-là. Mais je rêve, pour finir, sur cette question, d'un chef de l'État qui prendrait, vous savez, 2 ou 3 sujets, qui ne se prononcerait pas pendant 5 ans, surtout tous les matins, tous les midis, tous les soirs, et qui, par exemple, dirait comment, sur l'école, parce que ça commence là, comment on résout cette question ? Comment on consacre toute notre énergie à faire que l'école, elle fasse à la fois, elle apprenne à lire, à compter, tout ça, et ça, elle le fait même plus pour une partie des gens en France, et elle soit le moule qui fasse que demain, on puisse avoir envie de vivre ensemble. Or, je le sens, les gens, c'est même pas qu'ils peuvent pas, c'est vous avez compris, ils en ont même plus envie. Vous vous rendez compte ? Si on n'a plus envie de fréquenter des gens qui sont différents de vous. Non seulement je me rends compte, mais je crois que ce délitement est annonciateur de choses ou d'un monde, en tout cas dans lequel moi, j'ai pas envie d'être. Mais on est trop vieux, peut-être l'un et l'autre, qu'on est dépassé. Mais j'ai jamais pensé qu'on puisse renoncer justement à cette idée de vivre ensemble. Mais c'est difficile. Il y a des quartiers. Moi, mon quartier... Le savoir ou l'intuitionner, c'est une chose. D'être capable de dire, littéralement, je m'en fous parce que je n'y crois plus. Mais attendez, moi je veux pas dire, j'ai pas dit ça. Je dis simplement que je ne sais pas comment m'y prendre. Dans le quartier, à la Devèze, toujours, peu importe ce quartier, mais c'est des quartiers difficiles, comme on dit tout le temps, euphémisme, enfin, vous voyez ce que c'est, pauvres et immigrés, pour aller vite en besoin, parce que c'est ça la réalité. À 80%, il reste quelques pieds noirs. Et ça se passe rarement dans le 5e, le 6e ou le 7e. Voilà, vous voyez. Et je vois toutes ces jeunes femmes voilées. Mais quand je suis arrivé dans ce quartier, où il y avait donc des pieds noirs, évidemment. Enfin, pieds noirs, vous voyez, des rapatriés d'Algérie, je ne sais pas si... Enfin, vous savez ce que ça veut dire. Mais je n'ai jamais dit de rapatriés d'Algérie. Je dis un pied noir, je suis pied noir. Il y avait des métropolitains, comme on disait, ceux qui étaient des métropoles. Qui vous attendaient. Voilà. Et il y avait des Arabes. Et moi, je l'ai vu, j'ai 10 fois en tête des pères arabes qui te coller une gifle à un gamin, leur petit-fils ou leur fils, disant « T'es en France, tu parles français ». Et les femmes arabes, à l'époque arrivées, la première chose qu'elles enlevaient, c'était son fichu, parce que ça y est, t'étais dans un pays où tu pouvais avoir rien sur la tête. Comment on est parti de là, et on est arrivé aujourd'hui où dans mon propre quartier, il y a 70-80% de filles qui sont voilées. Mais des gamines, vous avez compris, des gamines qui ont 15-16 ans. Et je n'arrive même pas, j'ai rien contre, je comprends pas ce qu'il y a dans leur tête. Oui, je comprends pas ce qu'il y a dans la tête de bien des gens, qu'ils soient voilés ou non. Mais pour autant, vous ne demandez pas à ce qu'on interdise ces signes ostentatoires religieux sur la voie publique. Et par exemple, je l'ai pensé, je ne le pense plus. Parce que le penser, c'était une espèce d'attitude arrogante, idéologique et tout. Alors que d'abord, c'est impossible. Et puis, les motivations des gens sont tellement différentes que vous voyez vous allez envoyer, votre police, à arracher un voile. Mais en même temps, pour être honnête et pour pas... Mais c'est l'équivalent de ce que les Iraniens font à l'inverse. C'est-à-dire oui, une police pourrait obliger. En même temps, je me souviens dans une rue du centre-ville, une gamine qui passe, parce que je vois ses yeux et je vois qu'elle devait avoir 18 ans, ou 17 ans, enfin, vous voyez, une gamine, enfin, vous voyez ce que je veux dire, qui était complètement voilée. Complètement. C'est interdit en France. J'ai fait un truc qui m'a coûté. Je suis allé le voir et je lui ai dit, mademoiselle, vous ne pouvez pas marcher dans la rue comme ça. Ça est intéressant. Pas le voile, vous avez compris, la burqa intégrale. On ne voyait que les yeux, même le nez. Vous voyez ce que c'est. Je lui dis, c'est impossible.
Et elle me dit, pourquoi vous me dites ça? Je dis, pardon, c'est impossible, donc je vous demande d'enlever ce que vous avez sur le visage, parce que c'est interdit. Elle m'a reconnu, évidemment, et je lui dis, je peux même vous verbaliser, je ne le ferai pas, je ne veux pas arriver à ça, mais je vous le demande. Elle a fini par le faire, la mort dans l'âme. Mais je me suis demandé, après je me suis dit, on en a parlé avec ma femme. Bien, enfin, ça vous coûterait pas, vous, d'aller demander à quelqu'un d'envoyer. Enfin, c'est pas facile à dire, et puis pour elle. Et en même temps, je la regardais, et j'essayais de comprendre dans ses réponses qu'est-ce qui l'avait amené à ce choix. Alors là, c'est pas le voile, c'est un choix encore plus radical. Qu'est-ce qui avait... Comment elle en est arrivée là? Et c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Mais je crois qu'on ne comprend pas. Or, il faut qu'on comprenne, parce que c'est pas d'abord, c'est pas acceptable chez nous. C'est un milieu de ce que nous sommes, pardon. On n'est pas en Iran ici. Et moi, mes amis iraniens, qui sont d'ailleurs un certain nombre exilés ici, ils se battent contre ça dans leur pays. J'ai pas envie qu'on importe ça. Enfin, moi, quand j'étais en Afghanistan, oui, tu vois à Kaboul des femmes comme ça. Est-ce que vous avez envie, en sortant dans la rue, et de voir ça ici? Non, non. Mais non. pour autant, vous n'êtes pas d'avis qu'il faille interdire ces signes ostentatoires sur la voie publique. La burqa est à part parce qu'il y a un problème de sécurité et tout. Non, alors que je l'étais. Alors que je suis pour l'interdiction dans les écoles, dans les universités et tout. Alors, sur cette question du droit d'inventaire que vous revendiquez, justement parce que vous êtes un penseur à géométrie variable et que vous refusez, je crois, de vous inscrire dans une petite case. La question du conflit en Ukraine est très intéressante, sinon troublante. À l'extrême droite et à l'extrême gauche, si on caricature, je déteste ce genre de réduction, mais vous estimez qu'il y a une complaisance à l'endroit de la Russie et que la seule réponse est une réponse forte. Vous étiez avec le président Macron il y a quelques jours quand il a dit « il faut penser à déployer des soldats ». Alors, candidat que vous serez peut-être un jour, mais une guerre déclarée et ouverte avec la Russie, si c'est le prix à payer pour arrêter ses ambitions hégémoniques, parce que c'est comme ça que vous voyez les choses, vous êtes prêt à dire oui? Je vois pas comment on dirait non. Ça se pose comme ça, la question. Moi, j'ai été sidéré de la prise de position, en gros, de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. Enfin, attendez, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en l'occurrence, qu'il n'excluait rien, y compris pas d'exclure une présence sur le terrain. Mais je vous rappelle, si vous avez un peu de mémoire, et vous devez en avoir facilement plus que moi, je me souviens qu'au début de la guerre, donc on est en février 2022, il y a 2 ans maintenant, vous vous rappelez qu'est-ce que c'était? Il fallait envoyer aucune arme autre qu'une arme défensive. Vous m'expliquez en quoi une arme est défensive et offensive? Enfin, c'est de la sémantique. Ouais, c'est de la sémantique. Mais enfin, en gros, un avion, vous n'en croyez pas. Un camion, des tanks, n'en parlons pas. Des missiles mortiers à longue portée, c'était or on l'a fait. Et il faut le faire. Il faut le faire. Parce que ce qui se passe en Ukraine, ça nous concerne. Non. Et la démagogie qui consiste à dire dans un meeting, on n'enverra pas nos enfants mourir pour l'Ukraine, pardon de vous dire que ça me rappelle une petite musique dans les années 30, et je déteste ramener comme ça. Munich, ben alors, si vous parlez du syndrome de Munich, parce que j'ai quelques divergences d'opinion avec vous là-dessus, c'est donc que la menace poutinienne, appelons-la comme ça pour se comprendre, est comparable à la menace nazie. Parce que si on évoque... Pour nos libertés, exactement de la même façon. Et vous savez pourquoi on n'ose pas le faire? On n'ose pas le faire parce que, je reviens à quelque chose, autant on a... Le sous-entendu de votre remarque, c'est quoi? C'est que, quand même, c'est pas comparable. Qu'est-ce qui n'est pas comparable? Monsieur Poutine... Il n'y avait pas de sous-entendu, c'était très clair ma question. Non, mais je veux dire, ce qu'il y a derrière votre remarque, pas de sous-entendu, pardon, le mot est mal choisi. Derrière la remarque, il y a quoi? C'est que quand même dans nos têtes, d'un côté, il y a le nazisme, l'horreur absolue, et puis de l'autre côté, M. Poutine, qui de près ou de loin est l'héritier du communisme, parce qu'il est l'héritier de ça, c'est pas
tout à fait la même chose. Mais c'est amusant parce qu'à sa droite, il y a le Parti communiste qui en voudrait davantage, Oui, qui est encore plus revanchard. On pourrait dire qu'il est le rempart contre les velléités. Mais vous voyez ce que je veux dire. Mais nous, ici... Mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je vois très bien ce que vous voulez dire. Mais nous, ici, il y a quand même que le Nuremberg du communisme, on ne l'a jamais fait. Je suis bien d'accord avec vous. Et que ici, quand même... Attendez, imaginez un instant qu'il y a un parti qui s'appelle le Parti fasciste français. Demain se crée un parti fasciste français. Enfin, il n'existe pas parce qu'il est supprimé dans le cas. Ceci étant dit, si j'écoute les médias, on m'explique qu'il y en a qui n'ont pas le nom, mais qui apparemment en ont tous les attributs. D'accord. Ça, c'est... Mais ici, il y a un parti communiste français sans que ça trouble personne. Ouais, d'ailleurs, son patron sera à ce micro bientôt. Ben voilà. Et ça ne trouble pas M. Roussel de continuer à utiliser un mot qui est derrière un drapeau derrière lequel il y a eu 100 millions de morts. Mais il n'est pas particulièrement chaud à ce que fait la Russie en Ukraine. Ah non, mais en plus, M. Roussel est plutôt un type sympathique, donc c'est pas du tout ce que je veux dire. Non, mais en fait, là, il y a des mots qui pèsent. Je veux dire, ce mot-là, qui devrait être discrédité, à jamais ne l'est pas. C'est clair que le bilan des 100 millions de morts, si on le réduit à 100 millions, parce qu'il y a beaucoup de façons de calculer, bilan du communisme au 20e siècle, il est un peu accablant. Et on continue à pas poser cette question-là. Donc, je reviens à cueillir des gens. J'aime pas, parce que je dirais facilement extrême gauche, mais ici, extrême gauche, c'est pas injurieux. Extrême droite, d'un coup, ça prend une nuance différente. C'est pour ça que je fais attention. En gros, à la gauche de la gauche et à la droite de la droite, pour s'éviter un vocabulaire que j'aime pas utiliser, qu'ils communient ensemble dans ce discours pseudo-pacifiste, qui est un discours de capitulard. Je peux plus supporter les appels à la paix. Je peux plus les supporter. Et pas seulement là, pareil au Moyen-Orient. Laissez-moi être plus précis alors dans ma question, puisque si un jour vous passez de je me suis vu dans la glace, comme M. Sarkozy en d'autres temps, à je suis activement en campagne, est-ce qu'il y a un point au-delà duquel il faut ne pas attendre la provocation, mais choisir de déclarer la guerre? Parce que c'est la vraie question. Non, ça, je sais pas. Ben, c'est la vraie question, Robert Ménard. Je sais, mais il y a des questions auxquelles je veux pas répondre parce qu'elles vous savez pas ou ne voulez pas répondre? Non, je pense qu'il y a des questions où je veux pas répondre. Je veux pas répondre parce que ça amènerait trop loin, parce que ça donnerait le sentiment d'une espèce de va-t-en-guerre. C'est pas ce que je veux. Mais si votre femme était tout à côté, elle dirait, Robert, il ne faut pas t'empêcher de dire ce que tu penses. Je connais très bien l'Ukraine en plus. Je connais très bien l'Ukraine parce que j'y suis allé beaucoup pour vous êtes en diversion. Hein? Vous êtes conscient que c'est une manœuvre de diversion que vous faites. Je crois qu'on ne peut pas On sera peut-être amené à aller beaucoup plus loin qu'on ne l'imagine. On l'est déjà beaucoup plus loin qu'on l'imagine. D'accord avec vous. Et qu'à un moment donné, tu peux pas dire putain qui se démerdent ces Ukrainiens, finalement c'est à 3000 je sais pas combien de milliers de kilomètres d'ici, c'est pas exactement notre affaire. Je le crois fondamentalement, je le crois pas. Je crois que cette lâcheté là, on finirait par la payer à un prix. Je vous soumets 3 faits que vous connaissez. Un chef d'état-major, armée britannique, qui dit qu'il faut penser à la conscription obligatoire et qui a été tué, qu'on a fait taire rapidement. M. Macron qui dit il ne faut rien exclure. Et là, des conversations captées par les Russes entre des généraux allemands qui, ouvertement entre eux, parlent de ce qui est littéralement un acte offensif et belliqueux. S'attaquer au pont qui relie la Crimée à la Russie. Ça me donne l'impression, moi, que la mécanique est déjà partie. Ah, mais je pense qu'on s'en apercevra après. Souvent, la lecture après des événements, elle est plus facile et tout. Qu'aujourd'hui, on s'empaille sur un certain nombre de questions sur Bruxelles, patati patatoum, les élections européennes, alors que les 3 faits que vous venez de souligner disent à quel point c'est ça qu'on retiendra de cette période-là. C'est pas tout le reste, c'est même pas la révolte paysanne, c'est pas ça, et Dieu sait qu'elle est importante pour les paysans. C'est la guerre qui avance. Vous croyez vraiment qu'en 14-18, en l'année 1914, les gens ont vu l'enchaînement de ce qui nous paraît évident. Aujourd'hui, dans l'école, on t'explique, mais enfin, comment tu voulais qu'à partir de Sarajevo, ça finisse pas avec les jeux des alliances et tout, comme ça a été terminé. Mais ça fait un an que je crains exactement ça. C'est-à-dire aussi qu'il y a un glissement où, à aucun moment, on s'est posé la question
des conséquences possibles, mais on y est arrivé inexorablement. Mais parce qu'il y a des logiques de guerre. On est dans une logique de guerre. Et qu'on est en face de quelqu'un qui, lui, ne se pose pas ces questions-là. Vous savez, la Russie, on les a à la fois surestimés et sous-estimés. Surestimés sur l'état de son armée au départ, mais peut-être aussi sous-estimés sur la profondeur. Vous vous rappelez, enfin, tout le monde s'est cassé les dents. Napoléon s'est cassé les dents. Non, tout le monde s'est cassé les dents. Tout le monde se casse les dents. Et peut-être c'est un pays qui a une espèce de résilience, une capacité à résister, à se mettre, à se recroqueviller pour reprendre des forces. Et aller de l'avant, regardez ce qui est en train de se passer. Et d'aucune manière, vous ne placez de responsabilité du côté occidental. C'est-à-dire cette ambition, par exemple, d'avoir un satellite de l'OTAN en Géorgie. On parle même de la Bosnie à l'occasion. Cette impression d'encerclement. Non, je ne crois pas un instant à ça. C'est pas une impression d'encerclement, c'est un pays, la Russie, aujourd'hui avec Poutine, où la guerre est un élément de l'Empire. Un élément de l'Empire, comme elle l'était, encore sans comparaison, vous avez compris, je fais attention, comme le nazisme ne pouvait pas s'imaginer en paix. Les gens qui disent qu'il aurait dû s'arrêter là, c'était plus raisonnable, il n'y a pas de raison à un moment donné, il y a des logiques. Vous êtes en face d'un américanophile convaincu. Et je ne le dis pas pour faire un exercice de rhétorique. Vous êtes vraiment en face de quelqu'un qui a vécu, qui continue, qui a aspiration à vivre encore aux États-Unis. J'aime ce pays. Est-ce qu'il n'est pas animé par les mêmes passions? Et je ne renvoie pas dos à dos Joe Biden, comme vous l'avez souvent dit, et Vladimir Poutine, mais ceux qui ont fait le plus la guerre depuis 20 ans, ce n'est pas tellement les Russes. Oui, mais moi, je suis dans ce camp-là. Alors, ayons cette conversation parce qu'elle me plaît. C'est-à-dire que je suis, moi aussi, mais est-ce que ça exclut... Le regard lucide sur les États-Unis, bien sûr que non. Non seulement le regard lucide sur les États-Unis, pardonnez-moi, je vous interromps, le regard lucide sur ce qu'est la subjectivité des Russes, parce qu'ils ont des intérêts aussi, et qui nous regardent et se disent, mais qui sont-ils pour nous faire des leçons de morale? Très bien, mais on est dans un camp. On va fêter le 80e anniversaire du débarquement, là, en grande pompe au mois de mai prochain. C'est mon camp, c'est mes amitiés, c'est ma vie, c'est ma culture, c'est tout ce que je crois. Et manifestement en France, il y a des gens qui... Mais ça, c'est le gaullisme, c'est une des conséquences du gaullisme. Il y a une détestation des États-Unis que partagent Marine Le Pen, Éric Zemmour... Jean-Luc Mélenchon, Jean-Pierre Chevènement, je peux vous faire une liste entière de gens, vous voyez, je les choisis dans les différents bords, qui ont en commun et qui guident leur prise de position, ils détestent les États-Unis de façon primaire, viscérale et tout. Moi, je suis exaspéré par une partie des États-Unis, de ce qui se dit aux États-Unis et de ce qui est prôné par les Américains, mais c'est comme ça. C'est la même chose. Le seul endroit au Moyen-Orient où je me sens chez moi, c'est Israël. J'allais vous poser la question. Vous avez donc lu dans mes pensées. Le camp que vous choisissez, c'est... Mais attendez, c'est d'un côté... Une démocratie, c'est mon univers. Oui, mais si la démocratie mène à ce genre d'horreur en ce moment à Gaza, est-ce que cette démocratie... Attendez, pardon, le 7 octobre, c'est pas les Israéliens. Je ne parle pas du 7 octobre. Moi, je vous parle de ce qui depuis est arrivé. Ce qui est depuis arrivé, ça a des causes, des fois, de temps en temps. Et j'oublie jamais les causes. J'oublie jamais les causes. Alors, allons encore une fois au bout de l'exercice. Avant le 7 octobre, il y a aussi une vie qui est celle des Gazaouis. Alors, vous me direz, c'est pas l'agression continuelle, mais où ils sont, disons, bien verrouillés par leur État voisin. Donc, attendez, mais moi, j'y suis allé à Gaza un certain nombre de fois. Attendez, vous rigolez, ils sont d'abord verrouillés par le Hamas. D'accord. Attendez, vous avez vu les opposants à Hamas, comment ils les traitaient? Je sais parce que j'allais défendre des journalistes qui étaient malheureusement, arabes, vous êtes comme palestiniens, dans le collimateur, victimes du Hamas. Enfin, attendez, il faut quand même, je veux dire, le Hamas, vous croyez qu'ils ont eu un souci, une seconde de développer mais Gaza? j'ai appuyé sur le bon bouton. Non, mais attendez, mais j'attends avec plaisir.
dire. Ils n'ont jamais eu le souci de leur propre population. Pas un instant le souci des Gazaouis. Enfin, jamais. Et bien avant le 7 octobre. Enfin, moi, j'y suis allé. Enfin, ça te sautait aux yeux. Ils s'en foutent éperdument. Je veux dire, on est dans une logique folle de gens qui sont antisémites, pas antisionistes, antisémites, qui ne s'en prennent pas aux Israéliens, qui s'en prennent aux Juifs. C'est pas tout à fait la même chose. Et qui se contrebalancent du malheur de leur propre peuple. Mais et leur total, propre peuple qui est en même temps leur bouclier mais est-ce que ce peuple est coupable d'être à la merci des uns et des autres? Vous croyez que ça me laisse indifférent? Les morts et les images que je vois à Gaza, mais jamais de la vie. Je n'ai absolument pas avancé que vous étiez... S'il vous plaît. Alors là, il y a le polémiste qui vient de s'enflammer. Non. Je n'ai pas dit que vous étiez indifférent. Je suis terrifié par ça. Je suis à la question du quand. Et elle me semble importante. Parce que vous dites Israël, c'est mon camp, comme les États-Unis ou l'Occident, c'est mon camp. Et ça ne veut pas dire que le camp dans lequel je suis est toujours au-dessus de tout soupçon. Non, il a tort. Mais in fine, vous savez, in fine, c'est tes enfants font toutes les conneries du monde, mais ça reste tes enfants. Enfin, quand même, c'est comme ça. Moi, ma fille pourrait faire toutes les bêtises. Enfin, je touche du doigt, elle en fait suffisamment comme ça. Mais je veux dire, c'est mes enfants, c'est nos enfants avec Emmanuel. Et ça, il y a des choses qui fonctionnent comme ça. Alors évidemment, les mecs te disent, oui, mais une analyse froide, pesée et tout. Mais moi, je n'ai pas d'analyse froide, pesée du monde. Vous ne me parlez pas de l'Algérie, de la guerre d'Algérie. Je suis d'un parti pris évident, mais les gens qui osent te dire qu'ils sont toujours à prendre des distances, c'est qu'ils n'ont rien vécu de leur vie. Moi, j'ai vécu suffisamment de drames dans ma jeunesse autour de l'Algérie pour savoir ce que c'est, oui, la subjectivité, oui, l'engagement, oui, l'aveuglement sur ses propres familles. Moi, j'aime Camus parce qu'il a, par rapport à sa famille, des paroles, enfin, je vais pas les redire ici, quand il dit « je choisis ma mère par rapport à tout le reste », voilà, je choisis ma mère sur tout le reste. C'est comme ça. Vous le dites avec beaucoup d'émotion et je pense que c'est important. Non seulement je pense, je le vois que c'est important pour vous, cette subjectivité. Votre expérience personnelle et de l'immigration et peut-être de l'expulsion est-elle pour beaucoup dans ce que vous êtes aujourd'hui à 70 ans, l'homme que vous êtes? Bien, elle est essentielle. Vous croyez comme un imbécile que vous prenez, parce que vous le faites à 20 ans, moi je suis devenu trotskiste parce que mon père avait été un militant de l'OAS et il fallait, vous savez, c'est un âge où il faut vraiment tellement te démarquer de tes parents. Et l'organisation de l'armée secrète qui a combattu le FLN et qui a eu... Et De Gaulle éventuellement. Oui, qui a essayé d'assassiner De Gaulle pour dire les choses encore plus brièvement. Et mon père était peut-être pas tout à fait étranger à un certain nombre de choses dans ce domaine-là. Il était un des responsables. Avez-vous déjà eu honte ou été fier de ça? Longtemps, je l'aurais pas dit. Et puis je me suis dit, merde, mais c'est mon père. Puis je le connais, puis je sais ce qu'il est, et puis je sais comment il m'a élevé, je sais à quel point il était à l'OAS parce qu'il était attaché. Et attendez, moi, on était depuis 4 générations en Algérie. Qu'est-ce que tu voulais lui dire? Ce n'est pas son pays? Non, mais c'est une douce plaisanterie. Il était comme ça, et puis voilà. Et après, voilà. Et puis, ça a été un traumatisme dans ma famille. 1962, l'indépendance de l'Algérie, c'est quelque chose dont mes parents ne se sont jamais sortis. Jamais sortis. Et je suis profondément marqué par ça. Et je vous disais, on pense qu'on a la prétention, quand on a 20 ans, qu'on peut s'opposer sans que ça pèse sur soi, ce que ta famille a vécu et tout, et tu t'aperçois à quel point tu ne sors pas de ton enfance. Tu n'en sors pas, ou si peu, ou si mal. Surtout des enfances cabossées. Moi, j'ai une enfance cabossée avec ce qu'on a vécu, avec la perte de ce qui était notre pays, avec l'arrivée ici compliquée, avec ma mère qui vit ça comme... qui a toujours vécu ça, qui n'a parlé que de ça dans sa vie, comme un deuil perpétuel. Moi, je croyais que ma maman était une vieille dame, tellement elle était effondrée de ce qu'il avait. Elle avait 39 ans. 39 ans, c'est pas une vieille dame à 39 ans. Et je la voyais comme une vieille dame, tant je la sentais, vous savez, seule. En plus, enfin, c'est des choses toutes bêtes. On a d'abord été dans l'Aveyron, il y faisait froid, on venait d'un pays chaud.
Les gens s'arrêtent ici à 6 heures du soir, tout le monde rentrait chez soi. Moi je suis d'Oran. Oran est une ville espagnole où on commence à vivre à 23 heures. Enfin, vous connaissez l'Espagne, où tu dînes à 22 heures, où après le cinéma, il est 2 heures du matin. Enfin bref, sa vie était enterrée. Voilà, c'était la fin de sa vie. Elle vivait, c'était une survie. Et vous croyez que vous sortez de ça comme ça... À 20 ans, on croit ça. Et pas à 30, pas à 40, et pas à 70. Et j'ai plus de 70 ans, bien sûr. Et aujourd'hui, je le sais tellement. Mais aujourd'hui, je me le dis, je le sais. Et je le dis. Ça, ils sont pas contents, qu'ils aillent se faire foutre. Quand vous choisissez la gauche à 20 ans, c'est pour prendre le contre-pied de mon père. Vous avez honte de lui? J'ai eu pour un moment, parce qu'on avait de l'argent, on est venu pauvre. Moi, j'ai pas envie d'en parler là. Mais j'ai des souvenirs de réactions de ma part, pas bien. Vous savez, comme les enfants, ils sont pas bien tout le temps. Mon père, moi, je me mets à lire Marx en 3e, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, donc précoce sur Marx, je le lis, et puis je l'ai lu. Moi, j'ai lu Marx, je n'ai pas lu un peu à moitié. J'ai lu Marx et tout. Mon père, intelligent, au lieu de dire « qu'est-ce que c'est ces bêtises ?» Vous avez compris qu'il n'était pas marxiste. Il dit « écoute, il n'y a pas de problème. » Et je suis ému parce que c'est un type bien. Je comprends. Il me dit « écoute, il n'y a pas de problème. Mon chéri. » On s'appelait comme ça. Je lis Marx, tu lis Teilhard de Chardin. Et j'ai lu Teilhard de Chardin. Parce qu'il lisait Marx. Voilà, et après, tu vas dire, ce type, il était à l'OS, il est condamnable. Mais vous plaisantez. Bien, écoutez, là, on va arrêter. On va arrêter. Merci beaucoup. Je m'excuse, enfin, on n'arrête pas si vous voulez. Mais voilà, ça, j'ai envie. Mais je suis ému de votre émotion. Puis je pense que si on veut boucler la boucle, c'est sur cette émotion et ce que signifie le vivre ensemble. Parce que tout est là dans cette histoire. Et notre capacité à comprendre l'autre. On est parti du camp qu'on choisit, il n'y a pas très longtemps, et que c'est... On n'est pas à géométrie variable quand on choisit son camp. On le prend pour le meilleur et pour le pire, comme quand on se marie. C'est ce que vous dites. Exactement. Que ça soit les États-Unis, l'Occident ou Israël. Voilà ce que vous dites. Quand on est côte à côte avec des gens qui sont dans un autre camp, peut-on vivre ensemble? Il va falloir essayer. Mais on n'y arrive pas bien. C'est pour ça que vous pensez à 2027? Je ne sais pas, je pense que j'ai vu comment ça a fini en Algérie. Et oui, c'est aussi ça. Moi, de temps en temps, j'ai l'impression que le pied noir que je suis est comme un lanceur d'alerte. Vous savez, je déteste ce mot en même temps. C'est comme une espèce de truc qui s'allume dans ton cerveau. Et je me dis, il y a des choses que je vois en France dont j'ai souvenir en Algérie, vous vous rendez compte? Et voilà, et il ne faut pas finir, il faut pas ça. On est d'un camp, mais on peut être lucide sur les gens. Mais on réagit pas, on n'est pas que des têtes pensantes. On réagit avec son corps, on réagit avec son histoire, on réagit avec ses amours, on s'est réagi avec tout ça. Vous n'êtes pas un homme totalement paisible alors, compte tenu de ce que vous savez. Je ne suis pas paisible. Ben moi, je vous dis merci. J'ai apprécié. Je ne sais pas si ça s'est bien passé pour vous, mais moi, j'ai trouvé que c'était très bien. Ben, c'est sur ce merci, mais sur cette émotion aussi qu'on se laisse. Si vous avez aimé, je vous invite, comme chaque semaine, à partager, à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Jeanne Croteau est à la réalisation, Marianne Grenon fait la recherche, Stéphane Bureau au microphone. Robert Ménard, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci. Au revoir.